Surpris par la nuit. Ce n'est pas un scoop, on l'a souvent dit. Michel Butor est un frontalier, un homme de frontières, qu'il ait toujours vécu à la lisière des territoires constitués. Sa biographie le confirme. Quand il ne voyage pas à l'étranger, c'est à la frontière, ou non loin d'une frontière, qu'il choisit de s'établir. Mais c'est son œuvre également qui en fait un perpétuel passe-muraille. De livre en livre, et il en a publié un nombre si impressionnant que je serais incapable de le préciser, Patrice Longuet, dans 43 artistes avec Michel Butor, récemment paru chez Compact, fait état de 978 références bibliographiques. Il transgresse les genres littéraires que nous connaissons, sort du cadre pour leur préférer des formes inédites, toujours ouvertes. Les genres littéraires constitués, écrit Lucien Giraudot au début de Pour tourner la page, livre d'entretien avec Butor, paru il n'y a pas longtemps chez Actes Sud, sont totalement subvertis et dépassés, précisément par un souci poétique qui est de mettre en présence des techniques d'écriture qui sont habituellement dissociées, négligées, inexploitées souvent à cause de l'idéologie à l'œuvre dans la République des lettres. Or, ce qui caractérise la poésie qui s'invente aujourd'hui, c'est précisément ce franchissement des frontières, cette généralisation du décrochage, la valse des étiquettes, le jeu des connexions et des intersections qui ne permettent plus, ou presque, de la considérer comme un territoire autonome. Les poètes, je n'oublie pas de parer le mot de tous les guillemets nécessaires, qui se succèdent mois après mois dans cette émission, nous en apportent, je crois bien, la preuve. Reste ce souci poétique évoqué il y a un instant. Pour Michel Butor, il le dira sans doute lui-même tout à l'heure, il est fondamental qu'il reprenne des formes poétiques traditionnelles ou réserve à ses lecteurs les plus inattendus des surprises en mettant en relation, par exemple, les mots avec la musique ou avec la peinture. J'ai des yeux, j'ai des oreilles, lui est-il arrivé de rappeler. Cela ne doit pas nous faire oublier qu'il a aussi une voix. Et c'est vers elle que l'émission de ce soir est tournée, puisque Michel Butor va lire lui-même des textes qu'il a choisis dans 2 séquences de lecture séparées par un entretien. Nous allons donc l'écouter, mais avant de l'écouter, je voudrais encore dire que je suis particulièrement heureux d'accueillir dans Surpris par la poésie cet expérimentateur, cet explorateur à la curiosité insatiable qui, depuis ses premiers livres dans les années 50, n'a lui-même jamais écrit que pour être surpris. Maintenant, Michel Butor, il faut nous dire comment vous avez composé ces séquences de lecture, et en particulier la première, celle qu'on va écouter tout de suite. Eh bien, je vais lire d'abord 2 textes assez courts pour moi, et puis ensuite 2 textes que je peux qualifier d'historiques. Et après ça, étant donné les impératifs de la radio, je vais lire un texte de variation qui pourra être arrêté à n'importe quel moment. Labour. La charrue tourne au bout du champ pour gratter la peau de la terre, autrefois tirée par chevaux ou bœufs, aujourd'hui par moteur diesel. La phrase sursaute au bout de la ligne pour frictionner le cuir du cerveau, autrefois tracé par calame ou plume, aujourd'hui par ordinateur. L'encre et la boue, mots et semences, conjonctions et conjugaisons. Ici, l'on arrache un caillou, là, on supprime une coquille. Le jeune oiseau migrateur cherche les marais au bas des montagnes
ils préfèrent l'abri des ombres pour glaner au chaume d'antan. Mais au détour de la saison, le voici sur l'autre versant, s'égosillant dans la moisson qui fait bourdonner les déserts. Toute une page de sillon, hectares de méditation, découvrant les faces cachées de l'astre que nous habitons. Repos et repas bien gagnés, les outils rangés dans les granges, l'ange nous ouvre les celliers où fermentent grappes et strophes. Dans le sommeil définitif, nous naviguerons plus profond entre les sédiments d'oubli et le soc des germinations. Brocéliande. Je pénètre dans la forêt où tous les arbres ont des titres, toutes les feuilles sont couvertes de nervures que le vent lit et qu'il emporte sur les eaux, de la fontaine qui murmure, un accompagnement nouveau pour les chants à tous les échos, des cavernes dans les rochers et des ravins dans les vallées, où se retrouvent les ruisseaux, comparant maintes variations, des paragraphes et couplets qui se poursuivent et s'enlacent comme des saumons remontant, les rapides jusqu'aux montagnes, et les fleurs, ce sont les images, ruissellement d'illustrations, avec les bourgeons des lettrines, les graines des index et tables et les écorces des reliures. Je pénètre dans les rayons où tous les livres ont des pouces, où les lettres sont des insectes, où les titres sont des parfums, que brassent les vents de lecture dans la tête des écoliers qui ont su ne pas renoncer, malgré les passages d'années, aux escalades dans les branches du savoir et de l'ignorance, inventive, guettant aux cimes dangereuses de la recherche, oscillant au moindre soupir, les aventures des châteaux, les navires en découverte, les atlas des explorations, les dictionnaires des planètes, les celliers des langues anciennes, les volières du temps qui passe, les clés des songes et des veilles. Et maintenant, un poème historique. On m'avait demandé de faire un texte pour le passage du siècle. Et il s'appelle l'adieu au siècle. Il y a 10 strophes et chaque strophe correspond à 10 années. Adieu, prétendue belle époque, entrée du métropolitain, cathédrales impressionnistes, une après-midi à la Grande Jatte, casques coloniaux, pantalons, garances, cavaliers fringants, défilant aux Champs-Élysées, recevant des bouquets lancés par jeunes femmes aux fenêtres devant la ligne bleue des Vosges. Adieu, ballet russe, Rolls-Royce, cage aux fauves, cavalier bleu. Sur les rives du Pacifique, le jeune cinéma raconte la naissance d'une nation, harlequins cubistes tranchés, dirigeables avions, massacres de fantassins couleurs de ciel, bombardements, démembrements, le grand soir, le grand désespoir. Adieu, génération perdue, Montmartre passe à Montparnasse, concours d'élégance à Deauville, le jazz traverse l'océan, long collier, fume cigarette, nostalgie dodécaphoniste, manifeste psychanalyse, collage, frottage, délire, la bourse fait des sauts de carpe, c'est l'écroulement de Wall Street. Adieu les danses cambodgiennes de l'exposition coloniale, Jeux olympiques, bras tendus, le pas de loi, la croix gammée, envahissent la Rhénanie, puis l'Autriche et ça continue. Les films sont devenus parlants, l'Espagne est à feu et à sang. On essaie d'éviter la guerre pour aboutir à la débâcle. Adieu la ligne Maginot, le froid, couvre-feu, restrictions,
Étoiles jaunes dans les rues, elles sont vite disparues, cheminées fumant sur la neige, bombardements, débarquements, résistance, libération, Hiroshima, Nagasaki, serait-ce vraiment la dernière? La SDN devient l'ONU. Adieu, longue marche bebop, cave de Saint-Germain-des-Prés. La télévision se répand. Où sont passées les colonies? De nouvelles nations partout. L'économie fait des miracles, ici et là, pas pour longtemps. Nouveaux romans, nouvelles vagues, l'art abstrait international, tour de cristal grattant le ciel. Adieu, patience, guerre froide, érection du mur de Berlin, automobile japonaise, le cinéma est en couleur, autoroute, supermarché, nous arrivent d'outre-Atlantique, pop art, hop art, etc. De jeunes multinationales courtisent les gouvernements. Mai 68 sonne l'alarme. Adieu, Woodstock et TGV. On dit que la Chine s'éveille, l'informatique se répand et la miniaturisation. Par contre, les avions grandissent et le bruit des aéroports. Hilton, Disney, Coca-Cola. La guerre continue ailleurs. Les Nations Unies, à New York, se plaignent de leur impuissance. Adieu, frémissement, promesse. On sait que la Chine s'éveille. On pose le pied sur la Lune, puis, après quelques tentatives, on attend le siècle prochain. Du côté du Moyen-Orient, les choses ne s'arrangent guère. Fissures dans le bloc de l'Est, à l'Ouest, chômage et le sida, montée d'intégrisme partout. Adieu, nouvelle fin de siècle. On voit que la Chine s'éveille, le mur de Berlin est tombé. On parle toujours du tiers-monde, mais il n'en est plus de second. L'Europe se fait à tâtons, économistes, médecins, nous bercent de bonnes paroles. Il est temps de tourner la page. Adieu, les stances des adieux. Seulement, en 2000, ce n'était pas seulement une fin de siècle, c'était aussi une fin de millénaire. Alors j'ai fait une récapitulation 2000. Et évidemment, il y a là une strophe par siècle. Sur les tables de Bethléem, le soleil se lève à nouveau. Les rois mages sont repartis, tandis que les soldats d'Hérode cherchent les enfants innocents. Le gouverneur de la Judée lave ses mains sur son balcon. Les légionnaires font parade devant le temple reconstruit dont le voile s'est déchiré. Par siècle, une strophe, 10 octosyllabes, j'ajoute un quatrain pour atteindre 100. Depuis les ateliers chinois, les caravanes se succèdent, chameaux relayant dromadaires, à travers sables et montagnes, soufflant blizzards et siroccos, pour transvaser leur cargaison aux quais méditerranéens, sur les galères des Césars qui se prennent pour pharaons dans les palais d'Alexandrie. Il y aura donc 2000 syllabes qui navigueront sur ces quelques pages. Dans les forêts d'outre-Atlantique, on érige des pyramides. Dans celles du nord de l'Europe, des peuples se poussent l'un l'autre jusqu'à buter sur le rempart qu'on édifie en toute hâte, comme à l'autre bout de l'Asie, on s'efforce de colmater les trous de la grande muraille et les capitales frissonnent. Certes difficile de placer ici les événements les plus importants. Déjà Rome n'est plus dans Rome, tout concourt vers Constantinople. Des nomades prennent nos voies pour venir camper dans nos villes, se forgeant des épées nouvelles, en attendant que nos armées s'entretuent pour leurs généraux dans les temples abandonnés que les évêques reconstruisent en y ajoutant des clochers. Il ne s'agit donc que d'échantillons qui voguent au gué des courants du temps. Nuages de poussière et de bruit parviennent du fond de la steppe jusqu'aux villes démantelées,
où l'herbe disjoint les gradins, des amphithéâtres vidés. Les vestibules majestueux sont transformés en écuries, les ronces couvrent des morceaux, des voies qu'on ne peut réparer, les pirates règnent sur mer. Universitaires qui me surveillez, prenez en pitié le pauvre chanteur. Tandis que déjà s'assemblaient, pèlerins autour de la pierre, tombés du ciel on ne sait quand, la voix poursuivait sa dictée, notée sur tablette d'argile, parmi les troupeaux de moutons, cherchant l'herbe toujours plus rase, et chez nous les rois fainéants méditaient leurs assassinats dans leurs chariots traînés de bœufs. Si le placement de tels de mes vers vous semble erroné, mettez une note. Électrisés croissants déferlent jusqu'au détroit de Gibraltar, de l'autre côté jusqu'aux Indes, et parviennent jusqu'à la Chine, où les poètes s'interrogent, roulant entre luxe et misère. Les migrations se continuent dans les archipels pacifiques, et sur les hauts plateaux des Andes s'édifie Tiwanaku. Si vous préférez, transformez la strophe ou remplacez-la par une meilleure. Après la mort du roi Arthur, les Bretons franchissent la Manche, ont bâti mosquées en Espagne, en Égypte, en Indonésie. Les Croix arrêtent l'expansion à la bataille de Poitiers. À Nara, on dore les temples, entourés de ses 12 pères. Charlemagne guerroie sans cesse pour être nommé l'empereur. Laissez-vous porter par les grondements qui montent vers vous de ces temps obscurs. Les Vikings remontent les fleuves, on recopie les manuscrits dans les monastères d'Irlande, les descendants de la déesse dessinent l'actuel Kyoto, Attika l'escalier s'étire par-dessus la vieille forêt, dans les châteaux en Allemagne, on chante les efforts des dieux pour éviter leur crépuscule. Échos et mirages, fantômes, chimères, démons et merveilles, trésors et terreurs. Dans la capitale des Song, on affine les céramiques, tandis qu'au village d'Europe, on attend que quelque antéchrist introduise la fin du monde, sonnant dans un triple zéro. Cependant, le blé s'améliore sur les pentes face aux donjons. D'ingénieux meuniers imaginent de faire travailler le vent. Les calendriers font tourner leurs roues et les horlogers forgent leurs aiguilles. Du Danemark au pays vert, les dracars poursuivent leur quête et l'on s'en va jusqu'au Vinland où l'on ne pourra pas rester. 1000 tribus s'en vont et viennent, tandis que d'autres fondent ville. Les aventuriers de la Croix, sous prétexte de Saint-Sépulcre, vont se bâtir des forteresses et profiter de leur butin. Archives et loges, traces, monuments, superpositions de murs et de morts. Les arcades se multiplient autour des cloîtres et fontaines, et les chevaliers se cuirassent pour sauver dames en détresse, cherchant indices du Saint Graal dans la forêt de Brocéliande, tandis que les moines savants essaiment université pour enseigner arts libéraux et ceux des 4 facultés. Sur les océans, les orages grondent, forçant les navires à chercher un port. Après séculaires errances, les Maoris vont aborder, rives de Nouvelle-Zélande. Les cathédrales font pousser leurs verrières et campaniles, résonnant de polyphonie. Abandonnant Chaco Canyon, les Anasazi vont fonder les pueblos de Mesa Verde, bienheureux sourient sur Angkor. Exilés changeants de culte et de langue, dont les souvenirs murmurent cachés. Dans la vallée de Mexico, les Aztèques voient apparaître l'aigle perché sur le nopal, tandis que les premiers Incas taillent les pierres de Cusco. Les Mongols se sont installés dans la cité de Kambaluk, où Kublai Khan reçoit Marco.
l'acropole de Zimbabwe garde le monomotapa. Romans de la rose, flammes et tapis, sables et cordages, enchanteurs et monstres. Conrad Witz s'installe à Genève pour la pêche miraculeuse. Les Vanek ouvrent leurs rétables et les rois de la perspective, dans leurs ateliers italiens, donnent le vertige aux danseurs. Entre les créneaux des murailles de la vieille Constantinople, les veilleurs voient se déployer les étendards des Ottomans. Tulipes lilas, palmes citronniers, cyprès cerisiers, écailles et nacres. Colomb parti pour le Cathay est revenu avec de l'or, sans savoir qu'il a découvert un essaim de nouvelles Indes. Sinan construit dans Istanbul des coupoles rivalisant avec les ruines de Byzance réfléchies par la Corne d'Or, tandis que dans le Vatican, les jugements couvrent les murs. Châteaux en Espagne, douce antiquité, motets, madrigaux, perles et dentelles. Les colonies américaines s'enrichissent du nord au sud. Mines, plantations, esclavage. Les Mandchous remplacent les Ming et le Japon se barricade. Le roi Soleil, dans son Versailles, reçoit un légat du Maroc. Guarini construit à Turin une chapelle pour le suaire qu'on transporte de Chambéry. Pilastres volutes, portiques discours, tabacs et cafés, acajou fourrus. Un affreux tremblement de terre détruit le centre de Lisbonne. Un estropié dans le Brésil dresse prophètes et stations. Le rococo lance ses lianes à l'assaut de tous les miroirs. Bougainville et Cook se poursuivent sur la face cachée du globe où colonie pénitentiaire prélude aux révolutions. Nous nous approchons de ce belvédère d'où nos rêveries ont pris leur plongée. La République fait le lit d'une impériale inondation d'où ressortent les monarchies singulièrement décoiffées. Les réseaux de chemins de fer se multiplient entre les villes qui hérissent leurs cheminées, vomissant fumées et brouillards sur affiches et réverbères aux portes des grands magasins. Symphonies, sonates, canons et moteurs, académiciens, bombes et congrès. Les dernières guerres se suivent sans se ressembler. Les grands soirs, visant à la libération, n'aboutissent rapidement qu'à des matinées d'esclavage, réchauffement de la planète, des trous dans la couche d'ozone. L'eau va peut-être nous manquer et devient plus radioactive. Il est temps de tourner la page. Avion, téléphone, on ne s'entend plus. La page nous offre sa méditation. Et maintenant, un texte que j'interromprai sur commande. Variation dans la lueur des mains. Flâner solitaire dans les ruelles, des oracles avec le rire des empreintes, attentive aux radeaux de fleurs et de torches dans la rosée méditée, sur les grilles devant les miroirs sous l'éventail de la vallée rêvée aux aguets. Royaume ermite. Parmi les couples dans les coupes des clairières qui dorment paisibles au long des canaux, de sève et ou sous les escaliers des portails, où chantent lâchés parmi les courants des foules sur les terrasses, où les tours gravées les plus secrets recoins. Un jour enfin, le 38e parallèle redeviendra une ligne imaginaire. De puits ou de phares imprimés, fascinés sur les parvis le bruissement des yeux, entr'ouvrir enchantés les remparts des braises de l'amour, attentives aux radeaux de lune et d'ailes sur la rosée méditée. Ô
pays du matin calme, sur les ombres devant les miroirs, sous l'éventail, des neiges rêvées détendues, parmi les échos dans les coupes des clairières, qui transpirent paisibles au long des canaux, de sève sous les escaliers des souvenirs, qui chantent lâchés parmi les traces. Des foules ondoyantes sur les terrasses, jouant au plus secret recoin, des villages et des phares imprimés, fascinés sur les parois les caresses, des chemins entr'ouvrir enchantés, les glycines des braises de l'amour. L'aube pointe à peine sur ton territoire. Flâner solitaire dans les nuages, des oracles avec les voix des empreintes, sur les ombres devant les miroirs sous le haut bois, des neiges rêver à la vigne, parmi les échos dans le dégel des clairières, qui transpirent paisibles au long des sentiers. La fraîcheur des siècles anciens dissoudra les fils de fer barbelés. De sève sous les ailes des souvenirs, qui jouent lâchés parmi les traces, de l'herbe ondoyante sur les terrasses, qui s'enfilent au plus secret recoin des villages et des cascades imprimées, fascinés sur le pont des caresses. Et déjà de tes couvents montent les prières. Les chemins de l'écume enchantée, les branches des braises de l'amour, offrir solitaires les nuages, des oracles avec leur voix de lichen, attentive aux grâces de la lune, dans le dôme de la rosée méditée. Parmi les échos, dans le dégel des miroirs, qui transpirent paisibles au long des rives, des monnaies sous les ailes des souvenirs, jouent lâchés avec les vapeurs de l'herbe ondoyante qui embaume et sème au plus calme recoin. J'entends le bruissement des vestes en papier huilé des gens du peuple. Des villages et des lacs imprimés, fascinés sur le pont des abeilles, les ponts de braise de l'amour, offrir solitaires les fruits, des oracles avec les haleines des lichens, attentives aux grâces des roseaux. Les pieds des jeunes soldats n'écraseront plus l'herbe. Ils ne sauront pas sur lequel danser. Dans le dôme de la rosée transmettre, sur les ombres devant les éclaboussures du hautbois, aux enfants les vignes des neiges et des monnaies sous la paille des souvenirs, jouent lâchés parmi les lys des grappes ondoyantes pleuvent, l'orage des aumônes pleuvant parmi les bousculades des pauvres gens. Et se balancent aux plus calmes brumes des cascades et des lacs murmurés, fascinés par le givre des abeilles, les graines d'écume enchantées, l'alcool des braises de l'amour, offrir lentement les fruits, des oracles avec les haleines des rameaux, attentives aux paupières des roseaux, dans la respiration de la rosée transmettre, sur les ombres devant les éclaboussures sous l'oranger, aux enfants les vignes des sables, parmi les échos, dans les révérences des miroirs. Je t'entends aussi, cloche de bronze de Séoul, qui oscillent paisibles au long des rives, citrons ondoyants qui roulent et rebondissent aux plus calmes fêtes, soies et lacs murmurés, fascinés par le saut des abeilles, les graines d'échos enchantés. Eux-mêmes démoliront murailles et blockhaus, à la construction desquels ils ont participé, et en conservant quelques-uns comme témoignage d'une abominable époque révolue.
aura une autre séquence de lecture dans un moment, Michel Butor. J'aimerais bien qu'on parle un peu en attendant, qu'on parle par exemple de la lecture publique comme celle que vous venez de faire. Comment vous vivez ça? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire à haute voix. Et pour lire à haute voix, j'ai besoin d'un petit public. Parce que quand j'écris, je ne lis pas à haute voix mes textes. Je ne suis pas du tout comme Flaubert qui passait ses textes au gueuloir. Non, j'écris dans le silence, en écoutant le bruit du clavier de la machine. Mais mes textes sont faits quand même pour, la plupart du temps, pour pouvoir être lus à haute voix. Ils ont une dimension sonore qui pour moi est très très importante. Alors quelquefois ils sont arrangés de telle sorte pour qu'il puisse y avoir de l'improvisation dans la lecture. C'est-à-dire mes textes sont disposés souvent sur la page, si bien qu'on peut se promener à l'intérieur, vous voyez, un peu comme dans un livre comme Mobile. Alors on peut choisir son chemin et on peut réaliser une version ou une exécution différente chaque fois. Alors, il y en a d'autres pour lesquels c'est naturellement plus difficile. Alors, j'aime bien, oui, lire à haute voix. Et de temps en temps, il y a des petites erreurs, hein, mais ça, tant pis. Bon, c'est comme des ratures. Et j'aime beaucoup les manuscrits où il y a des ratures. Donc, pourquoi ne pas avoir quelques bafouillages à l'intérieur d'une lecture? Dans un texte, la voix est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, oui. Et évidemment, la voix va faire sortir toutes sortes de choses. Parce que il y a des textes qui sont considérés comme difficiles et qui s'éclaircissent beaucoup lorsqu'on les lit à haute voix, que ce soit l'auteur lui-même ou que ce soit un acteur. Par exemple, les textes de Proust sont considérés comme difficiles parce que les phrases sont longues. Et donc, le lecteur qui n'est pas encore habitué a un peu de difficulté à se débrouiller à l'intérieur de la grammaire de ces phrases. Lorsqu'un acteur lit ça, le travail est déjà fait. Il a été obligé, lui, de savoir comment s'articulaient les propositions et tout ça. Donc, ça s'éclaircit considérablement. Mais dans certains cas, on peut avoir plusieurs... là aussi, on peut dégager plus ou moins tel élément grammatical de tel autre. Alors, évidemment, pour moi, la lecture, c'est lire les mots. Tout est dans les mots et leur disposition. Alors, il ne faut pas vouloir en rajouter. Tout est déjà là. Dans les mots, il y a déjà énormément de choses que l'on ne pourra pas faire passer. Alors, il faut suivre les mots et essayer de les faire entendre d'une façon aussi intelligible que possible. Voilà. Il me semble que ce que vous faites entendre aussi dans la lecture, comme celle que vous avez faite il y a un instant, ce sont les contraintes que vous vous donnez pour écrire un texte. Ah ben oui, j'ai toujours travaillé avec des contraintes. Quand j'ai fait des romans, j'avais des contraintes. Et j'ai beaucoup étudié la prosodie de la poésie classique française ou de quelques autres. Et pour essayer de comprendre pourquoi les poètes se mettaient ainsi des bâtons dans les roues. Et évidemment, c'est parce que ça les aidait beaucoup. Ça oblige à prendre un mot au lieu d'un autre qu'on aurait eu envie naturellement de faire venir. On est obligé de s'arrêter. Et alors, ça fait donc, on est obligé de chercher quelque chose qui est plus loin et qui est en général beaucoup plus intéressant. Du moins, chez les poètes intéressants, c'est ça qui se passe. Alors, j'utilise des contraintes de plusieurs façons. D'abord, dans ces textes-là, j'utilise des refrains. Vous voyez, un peu comme dans les chansons.
j'utilise des refrains et je m'efforce de faire tourner la signification du mot qui revient ainsi. Mais j'utilise des refrains comme les poètes du Moyen-Âge utilisaient des refrains dans leurs ballades ou dans leurs rondeaux. C'est la même poursuite. Et d'autre part, dans ces textes que j'ai lus, mais pas dans tous, j'utilise une prosodie qui est relativement régulière. En particulier, j'utilise très souvent des octosyllabes. Et si j'utilise des octosyllabes, des vers de 8 syllabes, c'est parce que c'est le maître préféré de la chanson populaire française. Et donc ça a pour moi une valeur de parodie de cette chanson populaire. C'est une chanson populaire qui quelquefois est un peu... disons, qui demande, dans laquelle il y a beaucoup de références, mais il y a aussi cet élément-là. Et j'aime beaucoup aussi le vers de 7 syllabes qui joue d'une façon tout à fait différente, qui est beaucoup plus souple. Vous savez, j'ai le fameux art poétique de Verlaine, hein, bon, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, qui est... on sait, en général, c'est dit de telle sorte que ça devient pair, mais il faut bien insister sur le caractère impair de ces vers. Et par l'utilisation de l'impair, Verlaine cherche quelque chose, il cherche à ouvrir en quelque sorte sa strophe. On est tellement habitué aux vers de 8 syllabes, les vers de 12, ça c'est beaucoup trop prétentieux, je ne vais pas jusque-là. Mais on est tellement habitué aux vers de 8 syllabes que quand on a le vers de 7 syllabes, on est obligé de mettre une respiration beaucoup plus grande. Donc ça donne quelque chose de beaucoup plus aérien. Voilà. Est-ce que la tendance avec les textes récents que vous avez écrits, ça ne serait pas justement la clarification, la simplification de la complexité de la poésie? Oui, certainement. J'ai essayé dans les textes que j'ai écrits depuis 10 ans, j'ai essayé de faire des choses plus simples que ce que je faisais auparavant. Ça n'empêche que ça reste très compliqué au fond. Mais j'essaie au moins qu'en apparence, ce soit un peu moins rébarbatif que les textes précédents. Une plus grande lisibilité. J'essaie qu'il y ait une plus grande lisibilité en surface. Donc, après ça, on peut rentrer doucement à l'intérieur. Mais, vous voyez, autrefois, j'ai été tellement considéré comme un écrivain difficile que... C'est pas vrai. Non, au fond, c'est pas vrai. Mais dans certains cas, j'ai dit, eh bien, tant pis. Hein. On dit que je suis difficile, eh bien, soyons difficiles. Et puis, l'important, c'est que j'écrive à peu près ce que j'ai envie d'écrire, que j'ai pas honte de ce que j'écris. Alors, difficile, tant pis. Bon, mais maintenant, j'ai beaucoup écrit. Alors... Bon, j'essaie de faciliter les abords. J'essaie d'écrire un peu pour des enfants ou pour... J'ai toujours essayé d'écrire pour des étudiants. Hein. J'ai toujours. Et ça continue. Voilà. Donc c'est le retour au calme. Un peu, oui. Après beaucoup d'aventures et de périls, je dois dire, donc il y a un certain... c'est une écriture qui est un peu plus calme, mais à travers laquelle toutes sortes de questions traversent. J'ai beaucoup écrit, disiez-vous, il y a un instant. Et il y a cette quantité de livres à laquelle je faisais allusion pour commencer l'émission, ces 978 références bibliographiques qui ont été comptées et qui embarrassent, j'imagine, tous vos éditeurs quand il s'agit de composer du même auteur. Parce que tous les cités, ça serait ajouter un livre.
Alors, est-ce que justement tous les titres de vos livres ne composent pas un livre? Ah, je voudrais, ça serait l'idéal, ça. Mais depuis le nombre a encore augmenté. Hein. Vous êtes à 1000? J'ai dépassé 1000, oui. J'ai largement dépassé 1000. Seulement, ce sont des livres de plusieurs sortes. Il y a ce qu'on peut appeler les livres normaux, c'est-à-dire ceux qui sont publiés par des éditeurs habituels et qui sont imprimés et qui sont sans illustration. Bon, alors là, il y en a déjà beaucoup et ça pose des problèmes aux éditeurs, bien sûr. Je suis un écrivain qu'on ne sait pas par quel bout prendre, donc je suis extrêmement peu marketable selon les normes actuelles. Hein. Je déborde de tous les côtés. Bon. Eh bien, c'est comme ça. Et alors, il y a ces livres-là, donc qui sont déjà très nombreux. Mais il y a surtout les livres d'artistes, c'est-à-dire les livres qui sont faits avec des artistes. Alors, ces livres sont eux aussi de plusieurs sortes. Il y en a qui sont imprimés normalement. Alors, ce sont des tirages beaucoup plus petits, mais tout de même, on peut avoir une centaine ou même quelquefois 200 exemplaires. Puis, il y a encore une autre catégorie, ce sont les livres manuscrits, qui sont faits en général en complicité avec un artiste qui fait souvent des œuvres originales. Alors, on arrive à des choses très, très intéressantes, très, très belles, mais évidemment, il y a un problème, c'est que il ne peut y en avoir que très peu d'exemplaires. Bon, ce n'est pas tellement grave, parce que, en ce qui concerne les peintures, il n'y en a pas des centaines d'exemplaires. Donc, ce sont des objets singuliers, mais c'est un retour à un état du livre qui est celui du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, c'est-à-dire à un état de la culture dans lequel le livre était un objet unique. Même s'il y avait plusieurs livres qui avaient le même texte, chaque manuscrit du Moyen-Âge est une œuvre unique. Et ça, c'est très fascinant pour moi. Alors, je cherche d'avoir dans ma production, si vous voulez, un éventail tel que je vais depuis le livre imprimé à des milliers d'exemplaires jusqu'à ces livres manuscrits, quelquefois à un seul exemplaire, mais enfin, en général, il y en a au moins 2 ou 3. Il en faut au moins 2 parce qu'il en faut un pour l'artiste et puis un pour moi. Quand il y en a 3, on peut financer la chose mieux ou on peut donner ça à une grande bibliothèque. Mais là, est-ce que tous ces débordements, Michel Butor, ne rendent pas improbable la publication qu'on annonce pourtant de temps en temps de vos œuvres complètes? Eh bien, j'aimerais beaucoup que quelque éditeur prenne sur lui cette charge extraordinaire de publier mes œuvres complètes. Mais évidemment, ça ne peut être que des œuvres complètes incomplètes, jusqu'à ce que je sois mort, parce que j'essaierai de compléter un peu ça. Et puis, ensuite, ça pose des problèmes, parce que ces textes ont des aventures. Il y a des textes qui sont pris, qui sont faits d'abord pour un livre manuscrit, et puis qui ensuite sont repris dans un recueil imprimé, et puis qui ensuite sont repris dans un recueil, disons, à peu près normal, et chaque fois, ça change. Il y a des textes qui n'évoluent pas beaucoup, mais il y en a que je retravaille considérablement. Alors, évidemment, toute cette aventure du texte, ça risquerait d'être écrasé, aplati dans des œuvres complètes au sens habituel du terme. Mais aujourd'hui, les nouveaux moyens de communication et d'inscription du texte permettent des choses que l'on n'explore pas du tout encore. Donc, alors, on peut espérer un jour d'avoir des publications de textes en mouvement, des textes qu'on puisse explorer dans leur devenir. Alors,
Moi, je ne suis pas tellement pressé qu'on fasse mes œuvres complètes. Pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper parce qu'il y en a trop pour moi. Donc c'est un travail immense et je préfère continuer à en écrire d'autres. Donc je ne peux pas m'en occuper. Et les projets qu'il y a eu traînent, eh ben tant pis. Ça prendra le temps qu'il faudra. Alors, revenons à la poésie, puisqu'après tout, cette émission était une émission de poésie. Dans ce vaste corpus dont nous avons parlé, quelle est la place de la poésie? Est-ce qu'elle ne qualifie pas justement l'originalité de votre écriture, tout genre confondu, et même mauvais genre? Jean Roudot, qui connaît bien votre travail, il a écrit, je crois, le premier livre sur vous, il y a bien des années. Dans la notice qu'il vous consacre dans le dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, des presses universitaires de France, dit que la poésie a été et demeure votre préoccupation fondamentale. C'est vrai, c'est parfaitement exact. Mais alors, il y a eu une évolution. Quand j'étais étudiant, j'ai écrit beaucoup de poésie, comme beaucoup d'étudiants. Et puis, il y a eu un moment où ça n'a plus marché. Et il a fallu que je trouve d'autres contraintes. Et donc, j'ai eu mon aventure romanesque. Donc, j'ai publié 4 romans. Et au moment où je les écrivais, je pensais que j'avais trouvé mon truc. Je pensais que j'avais réussi à mettre à la fois ce qui était mon problème, la philosophie et la poésie, dans cette forme-là. Et puis, assez rapidement, ça a explosé. Ça a explosé d'abord parce que on m'a beaucoup posé de questions sur ce que je faisais. Donc, j'ai répondu, j'ai essayé d'y répondre, et ça a abouti à de nombreux essais. Et il a fallu que je publie aussi ces essais. Des entretiens et puis des essais, et un très grand nombre d'essais. Et comme j'ai gagné ma vie en étant professeur de littérature, donc j'ai beaucoup publié de livres de critiques littéraires ou de théories littéraires. Et puis, en même temps, commençait cette collaboration avec des artistes. Et les artistes me proposaient des images et je cherchais ce que je pouvais mettre en face d'abord. Comment je pouvais cohabiter avec ça. Et donc ça m'a amené à faire des textes nouveaux que je n'osais pas encore appeler poésie parce que j'ai toujours été gêné. Je ne peux pas dire que je suis un poète. C'est toujours les autres qui disent que vous êtes poète. Alors, donc, je ne savais pas comment les appeler, donc j'ai appelé ça des illustrations au bout d'un certain temps. Et là, j'en ai fait de plus en plus. Et maintenant, c'est évidemment la plus grosse part de mon activité. Je vois que quand vous racontez l'histoire en quelques mots, comme vous venez de le faire, vous faites l'impasse sur le surréalisme et l'influence qu'il a pu avoir à un moment sur votre écriture de poésie. Le surréalisme a eu beaucoup d'importance pour moi. Je n'ai jamais fait partie du groupe surréaliste parce que je n'aime pas tellement faire partie de groupes. J'ai envie de pouvoir prendre du recul. Je ne veux pas me laisser intimider par des mouvements d'opinion. Donc, je n'ai jamais fait partie du groupe. Mais j'étais dans les marges du groupe. Et l'œuvre de plusieurs poètes surréalistes, en particulier l'œuvre de Breton, a eu une énorme importance pour moi, et l'œuvre des peintres surréalistes. Et avant ça, Raymond Roussel. Raymond Roussel, en même temps, ce sont les surréalistes qui m'ont fait découvrir Raymond Roussel. Donc, il y a d'ailleurs, et bien d'autres auteurs d'ailleurs. Alors, Roussel, oui, j'ai fait connaissance de Roussel par l'intermédiaire de l'anthologie de l'humour noir de Breton.
Et c'est un auteur qui m'intriguait beaucoup et qui peu à peu m'a fasciné. Donc c'est un auteur passionnant. Alors vous parliez de la peinture, de l'amitié de certains peintres qui a été décisive pour l'écriture de poésie, mais il y a eu aussi les voyages et les rêves. Ah ben oui, alors j'ai voyagé et j'espère que je vais continuer un peu, mais enfin tout de même maintenant c'est plus difficile. Alors j'ai voyagé, mais d'une façon très particulière. J'ai voyagé comme professeur et puis peu à peu comme conférencier. Alors le tourisme était donc toujours lié à une relation avec des gens de là-bas, des étudiants, des collègues, des auditeurs. Alors j'ai eu ainsi des séjours assez longs dans des pays étrangers et j'ai pu, si vous voulez, m'enfoncer un peu à l'intérieur. J'ai fait aussi des voyages de lecture touristique. J'ai exploré l'Italie en long et en large pour aller voir les musées, toutes les grandes œuvres. Moi, je n'ai pas fini encore. Mais j'ai fait un certain nombre de séjours à l'étranger et chaque fois, je l'ai absorbé. Chaque fois, c'est passé à travers ma peau. J'ai été pendant une année scolaire professeur en Égypte, et bien je suis devenu un peu égyptien. J'ai été professeur en Angleterre, j'étais lecteur à l'université de Manchester pendant 2 ans, et bien je suis devenu un peu anglais. Et puis je suis devenu un peu grec, et puis un peu suisse, parce que j'ai été longtemps professeur à Genève, et un peu américain, parce que j'ai passé... En ajoutant les trucs les uns aux autres, je pense que j'ai passé à peu près 6 ans de ma vie aux États-Unis. Donc, ça m'a permis de traverser certaines apparences, si vous voulez. Alors, évidemment, ces voyages ont eu une importance considérable sur ce que j'ai écrit. D'ailleurs, on peut dire que ma production est scandée par un certain nombre de voyages particulièrement importants. Ainsi, j'ai vraiment commencé à écrire mon premier roman pendant mon séjour en Égypte. Et puis, mon premier séjour aux États-Unis en 1960 a marqué la fin de ma période romanesque. Ceci parce que je me suis trouvé devant de telles difficultés pour raconter ce qui m'était arrivé dans ce pays, ce que je pensais de ce pays, que j'ai été obligé d'inventer quelque chose de complètement différent. Ça a été Mobile, qui a fait un scandale absolument épouvantable, dont je ne suis pas encore complètement remis d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même maintenant considéré comme un des bons classiques du siècle passé. Bon, ça va, mais ça a mis du temps. Voilà. Maintenant, vous faites scandale en écrivant des textes simples. Oui. Et puis, il y a encore 2 pays qui ont... Il y a un pays, en tous les cas, qui m'a beaucoup marqué, mais ça n'a pas fait une coupure aussi grande que ça a été le Japon. Là, j'ai découvert, là, encore toute une autre culture. Et donc, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Seulement, malheureusement, je suis incapable de lire le japonais. Une dernière question peut-être, parce qu'on voudrait vous écouter lire encore, une question qui revient souvent dans cette émission. Tout compte fait, avec tous les débordements dont vous avez parlé, quelle serait la ligne de partage pour vous entre la prose et la poésie ? Je ne sais pas si... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne ligne de partage, puisqu'on parle très souvent de poèmes en prose maintenant, et que on parle d'une façon très traditionnelle de la poésie de Chateaubriand, par exemple, ou la poésie qu'il y a dans les œuvres en prose de Hugo. Donc, je ne sais pas si
la distinction prose et poésie est beaucoup moins nette qu'autrefois. Dans le bourgeois gentilhomme, c'était simple, mais nous avons changé tout cela. Alors, il y a une différence tout de même entre la poésie et un autre usage du langage, et je dirais beaucoup d'autres usages du langage. L'usage scientifique dans lequel on s'efforce de rendre les mots aussi univoques que possible, de telle sorte que la traduction se fasse sans dommage. Et c'est une utopie, bien sûr, parce qu'il y a toujours des petits problèmes qui restent. Mais ça, c'est la tendance vers laquelle va la science. Alors, bien derrière cela, il y a le langage de la politique et de l'administration, etc., qui est aussi un langage qui devrait être plus univoque qu'il est actuellement. Mais on sait bien là que les choses marchent très très mal, que c'est un langage qui dérape tout le temps. Il suffit de suivre d'un peu près des discussions internationales dans les grandes institutions pour voir à quel point il est pratiquement impossible de traduire certains mots d'une langue dans une autre, et donc pour constater que la plupart des décisions que l'on prend, des résolutions, etc., sont des malentendus, et dès qu'on essaie de les appliquer, d'ailleurs, immédiatement, on s'aperçoit que les gens n'ont pas signé ce qu'ils croyaient signer. Alors, avec la poésie et la littérature en général, on s'installe dans la pluralité des langues, et on s'installe dans la multivocité. On s'installe dans dans toute la forêt de signification qui grouille à l'intérieur des mots que nous employons. Parce que chaque mot n'a pas un sens, mais chaque mot a de nombreux sens qui sont liés entre eux. Et les mots sont liés les uns aux autres par toutes sortes de réseaux qui sont extrêmement complexes. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile de traduire la poésie, parce que un mot dans une langue a un arbre de signification qui ne correspond pas à un mot dans une autre langue. Le mot qui correspond dans la vie courante a lui aussi un arbre de signification, et il n'y a que quelques-unes des branches qui sont communes. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de significations dans la langue française, par exemple, tout un ensemble de significations dans la langue anglaise, même pour des mots qui ont la même orthographe. Mais en fait, on ne traduit et on ne peut traduire qu'une petite partie de ce qui a été dit dans le texte original, ce qui, quelquefois, donne déjà des choses tout à fait admirables. Alors, ce qui fait qu'on est obligé de refaire les traductions des grands classiques. Bon, Shakespeare ou Dante ne sont jamais traduits définitivement en français. Il faut toujours recommencer. Or, cette difficulté très, très féconde de traduction dans des textes poétiques nous révèle la difficulté fondamentale de la traduction des textes en général quand ils ne sont pas encore suffisamment scientifiques. Et même les savants s'efforcent d'avoir un langage aussi scientifique que possible, mais dans la vie courante, ils ne peuvent pas l'avoir. Et quand ils se trouvent au milieu des hommes politiques, et ils y sont bien obligés parce qu'ils doivent obtenir des fonds pour leurs recherches, ils sont bien obligés de se livrer à cet exercice fondamental de la vie scientifique qui est la vulgarisation. Et à partir de ce moment-là, tous les problèmes de la pluralité des langues se reposent. C'est pourquoi d'ailleurs la poésie est une dimension tellement essentielle du monde politique et du monde contemporain en général.
Est-ce que la seconde séquence de lecture que vous avez préparée, Michel Butor, ressemblera à la première? Mais un peu, mais là j'ai pris un texte qui est un peu sinistre. Mais ça ne vous fait pas peur. Hein. Bon. Voilà, c'est le musée de Zurich, pour l'an 2000, avait fait une exposition très intéressante sur la fin du monde. Le thème de la fin du monde dans la peinture. Par exemple, les jugements derniers de Signorelli ou Michel-Ange. Et toute l'interrogation qu'il y a eu à la fin du XXe siècle et qu'il y a encore sur ce thème. Alors, il m'avait demandé de faire un texte là-dessus. Alors, c'est un texte un peu long, je ne sais pas si je vais pouvoir le lire en entier, ben tant pis, je ferai des coupures. Ça s'appelle « Le monde s'écroule et nous survivons ». Donc, c'était écrit en 2000. Le monde va-t-il finir ? Le vérificateur va-t-il appuyer sur un bouton pour qu'on entende un rugissement accompagner l'atterrissage d'un hélicoptère blanc dont le pilote, mitrailleuse à la main, viendrait se faire applaudir sur le podium du stade olympique et couronné de lauriers avec écume de champagne par les officiels pour repartir au plus vite, poursuivre son œuvre de destruction ? Indice. Fissure. Menace partout. Le contrôleur va-t-il abaisser un interrupteur pour que se répande un mugissement saluant l'envol d'un bombardier teint de rouge qui lancerait des caisses de grenades, mines antipersonnelles, revolvers, toutes sortes d'armements légers et des paquets de tracts encourageant toute forme de violence ? Prémonition. Combien de temps nous reste-t-il ? L'inspecteur va-t-il ouvrir un disjoncteur pour diffuser un interminable discours encensant un noir chasseur furtif qui disperserait culture de bactéries, ampoules de virus, doses de drogues psychotropes en proclamant la contamination des viandes et boissons ? Pressentiment. Millénaire ? Siècle ? Décennie ? Le commandeur va-t-il saisir une manette pour amplifier le grondement céleste qui célébrerait une fusée verdâtre lançant ses ogives sur les centrales atomiques qui répandraient leurs nuages de cendres sur la terre entière ? Présage. Année, mois, semaine, journée ? Le présentateur va-t-il tirer un rideau pour nous montrer parmi les glapissements les colonnes et les camps de réfugiés à qui l'on donnerait de minces couvertures et un peu de farine en les exhortant à manifester encore quelque temps leur patience ? Avertissement. Le temps de lire ce texte jusqu'au bout ? Le visiteur va-t-il percer l'horizon parmi les sifflements des bolides et les arrachements des effondrements pour nous faire contempler les tremblements de terre, la lèpre du soleil devenue semblable à un gant de crin, la purulence de la lune devenue plaie, la chute éperdue des étoiles proches comme les fruits avortés que projette un figuier tordu par la bourrasque, et le bleu du ciel disparaître comme un livre qu'on roule, les montagnes et les îles se déraciner, les présidents, les décideurs, les maréchaux se terrer vainement dans leurs casemates et souterrains ? Annonce. Encore un instant, monsieur le bourreau. Le commentateur va-t-il enfin réclamer un silence plus bruyant que tout le tumulte antérieur pour poser autrement la question : le monde doit-il finir ? Glas. Et déjà, il y a 1000 ans, le triple zéro faisait trembler le moine dans la vision de la coupe déversant ses ulcères sur le monde. Allait-il finir ? Combien de temps lui restait-il ? Les indices de l'instruction ? Tremblait le marinier, imaginant la coupe ensanglantant la totalité de la mer ? Pouvait-on espérer encore un millénaire ? Les prémonitions de l'accusation.
Tremblait le chevalier dans sa vision de l'ensanglantement des fleuves et des sources. Un siècle encore, les pressentiments des témoignages. Tremblait le paysan craignant l'embrasement de ses moissons. Une décennie, les présages du réquisitoire. Tremblait l'évêque saisi devant les douleurs saisissant les rois. Une année peut-être, les avertissements de la délibération. Tremblait l'empereur se voyant vomissant vipères et frelons. Encore un instant, notre Seigneur le bourreau, le glas de la condamnation. Tremblait le pape tombant en morceaux et voyant tous les autres hommes fondre comme des cierges. Et bien auparavant, l'eau du Nil devait-elle se changer en sang? Le rugissement des pillages. Il y a déjà bien longtemps, les grenouilles allaient-elles boucher les canaux du delta? Le mugissement des dévastations. Il y a déjà des années, les moustiques devaient-ils bourdonner dans les rues des villages de la vallée? Les interminables discours des incendies. Il y a des dizaines d'années, les temps n'ont-ils pas dû envahir masures et palais de la capitale? Les grondements des démantèlements. Il y a des siècles, la peste n'est-elle pas venue pourrir bétail et chevaux dans toute l'Égypte? Les glapissements des enlèvements. Il y a des millénaires, les ulcères n'ont-ils pas taraudé membres et viscères? La grêle ruinait falaises et pyramides, les sauterelles dévoraient tout ce qui serait resté vert, les ténèbres cachaient les dieux dont les temples ne parvenaient pas à voiler la honte, les sifflements des supplices. Et il n'y a finalement pas si longtemps les premiers-nés. N'ont-ils pas eu à se tordre dans la mort subite, même celui du Pharaon? Le silence des exécutions. Mais le monde n'était-il pas déjà fini depuis longtemps? Depuis des années, des dizaines d'années, depuis des siècles, des millénaires, des millions d'années. Les Ammonites et Bélémnites n'avaient-ils pas disparu rejoints par les lipidodendrons et sigillaires, puis les brontosaures et ptéranodons, les mégathériums et les mastodontes, les drontes et les pigeons passagers dont John James Audubon déclare avoir vu un vol de 1,115 136 000 en 1813 près de Louisville, Kentucky, massacrés au cours du XIXe siècle par des industriels qui voulaient les exploiter commercialement et dont le dernier spécimen connu est mort au zoo de Cincinnati, Ohio, en 1914. Depuis longtemps déjà enfouis, Akkad et Sumer, Babylone et Memphis, Téotihuacan, Tikal et Tiahuanaco. Rejoints par tant d'instaurations, anciens, moyens et nouveaux empires, décadence, invasion, démembrement. Avec pillages, dévastations, incendies, démantèlements, enlèvements, supplices, exécutions. Tant de sombres papes, sinistres empereurs, horribles évêques, affreux paysans, effroyables chevaliers, épouvantables mariniers et moines terrifiants. Avec les sécheresses, les déluges, les glissements de terrain, les avalanches, les éruptions, les raz-de-marée, les tornades. Les naufrages, épaves, échouages, inondations, envasements, ensablements, enfouissements. Avec les migrations, colonisations, humiliations, transplantations, occupations, déportations, aliénations.
tant de généraux des grenouilles scorpions, de commentateurs de pillage, tant de colonels des moustiques frelons, de visiteurs de dévastation. Tant de commandants des temps cafards, de présentateurs d'incendies, tant de capitaines des pestes fureurs, de commandeurs de démantèlement, tant de lieutenants des ulcères cancers, d'inspecteurs d'enlèvement, tant de commissaires des grêles gangrènes, de contrôleurs de supplices, tant de militaires sauterelles murènes, de vérificateurs de ténèbres et d'assassinats. Parmi les balbutiements, éducations, initiations, installations, maturations, vieillissements, décrépitudes, agonie, ruines, vestiges, cadavres, ossements, fossiles, traces, les réflexions, les explorations, les méditations, les explications, les inventions, les improvisations, les mutations, et les nuages qui changent comme les vagues qui changent, comme les forêts qui changent, comme les villes qui changent, comme les rêves qui voyagent, comme les nuages et les astres qui survivent dans la précarité comme nous. Et voilà un peu sur le même thème, mais une toute autre forme. Cueillis sur la plage. Les vagues du siècle moribond déferlent sur les récifs en trombes tonitruantes, et dans les criques, la corruption amalgame ses ingrédients, épave de naufrages d'antan ou de pique-niques d'hier, emballage, restes, seringues, transformant les terrains de jeu en foyers de peste. Les allers-retours de l'ordure, politiciens, papiers souillés, traversent parfois l'immensité de l'inquiète mer Atlantique, tandis que nous nous apprêtons à doubler le cap des 2000 tempêtes, mais en maintenant quelque peu de bonne espérance, bien qu'il soit dépourvu de tout phare pour éclairer nos passes. Cependant, aux écrins profonds, tapissés d'algues mordorées, mûrissent comme de vieux vins les écailles de notre histoire. Tessons caressés, retournés, creusés, rainurés, satinés, comme par les sables des déserts archéologiques, mais roulés par les tourbillons lents, moirés des crustacés et des poissons. Par les faufilements prudents des plongeurs en quête d'amphores, en quête des moindres indices pour reconstituer les sentiers des ancêtres contrebandiers, l'un après l'autre se dessinent dans les cycles entrecroisés, les sauts visant nos passeports pour survivre à la traversée des frontières ensanglantées. Et puis maintenant, pour pouvoir m'arrêter aussi à volonté, voilà. On a dit que j'avais beaucoup voyagé, mais il y a quand même beaucoup de régions du monde que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, toutes celles où je suis allé, il faudrait que j'y retourne parce que tout bouge, tout bouge. Et je voudrais bien voyager encore beaucoup, mais je ne sais pas du tout ce qui sera possible. Alors, il y a un pays, en tous les cas, où je ne suis jamais allé, et ça me manque beaucoup. C'est l'Inde. C'est un énorme morceau. Alors, j'ai fait un texte là-dessus, sur le fait que je ne connais pas l'Inde. Et je l'ai fait à l'aide de photographies qui m'ont été ramenées par des amis. Ça s'appelle « L'Empire du redoublement ». Grouillement suit myriades reflets, route, bave, siècle, bûcher, tombeau, sève, flambeau, fleuve. Je ne me suis jamais enfoncé dans les grouillements de l'Inde, mais ces vaches taciturnes hantent mes rêves. Dans la nuit des bouses, je cherche mon chemin vers les flambeaux. Route, myriade, siècle, bave, tombeau, bûcher, flambeau, sève, village, fleuve, fenêtre, grincement.
Je n'ai jamais parcouru les routes de l'Inde, mais le tremblement de ces camions secoue mon sommeil. Les plis des tuniques captent la lumière des fenêtres. Tombeaux, baves, flambeaux, bûchers, villages, sèves, fenêtres, fleuves, voiles, grincements, salons, forêts. Je n'ai jamais vu les tombeaux de l'Inde, mais les étoiles de leurs écrans tournent dans mon ciel. Les ombres dévorées par les rayons longent les salons funèbres. Villages, bûchers, fenêtres, sèves, voiles, fleuves, salons, grincements, palais, forêts, plumes, respiration. Je n'ai jamais erré dans les villages de l'Inde, mais leurs vautours déchirent mon foie. Les vaches les plus saintes finissent par s'effondrer parmi leurs plumes. Voiles, sèves, salons, fleuves, palais, grincements, plumes, forêts, tapis, respirations, arcades, brumes. Je n'ai jamais soulevé les voiles des automobiles de l'Inde, mais le ronflement de leurs moteurs habite mon silence. Le nain princier nous invite à nous courber pour franchir les hautes arcades. Palais, fleuves, plumes, grincements, tapis, forêts, arcades, respiration, labyrinthe, brume, kiosque, tintement. Je n'ai jamais visité les palais de l'Inde, mais les troupeaux qui les entourent broutent mes instants de répit. Le marchand de pneus attend le passage du conducteur dans son kiosque bigarré. Tapis, grincements, arcades, forêts, labyrinthe, respiration, kiosque, brume, murs, tintements, couleurs, rêves. Je n'ai jamais traîné les pieds sur les tapis de l'Inde, mais leurs jardins se réfléchissent dans mes ruisseaux. Le racloir et la pluie ravivent les couleurs. Labyrinthe, forêt, kiosque, respiration, murs, brume, couleurs, tintements, pelage, rêve, verrou, sommeil. Je n'ai jamais cherché l'issue des labyrinthes de l'Inde, mais certains signes déjà m'éclaircissent la voie. La parque nous épie appuyée au verrou. Murs, respiration, couleur, brume, pelage, tintement, verrou, rêve, haleine, sommeil, ombre, ruine. Je n'ai jamais longé les murs de boue de l'Inde, mais je retrouve leur relief dans maintes régions de ma peau. Le dromadaire peint salue l'ombre de son modèle. Pelage, brume, verrou, tintement, haleine, rêves, ombres, sommeil, citadelle, ruine, poils, course. Je n'ai jamais caressé les pelages de l'Inde, mais leurs éclairs éclatent dans ma fatigue. L'épine dorsale dispose ses montagnes au-dessus des forêts de poils. Haleine, tintements, ombres, rêves, citadelle, sommeil, poils, ruines, regard, course, départ, palme. Je n'ai jamais respiré les haleines de l'Inde, mais ces bijoux teintent dans mes surprises. Les fantômes se hissent derrière le mur pour saluer celle qui part. Citadelle, rêve, poils, sommeil, regard, ruine, départ, course, pépite, turban, glacis, soie. Je n'ai jamais approché les citadelles de l'Inde, mais leurs briques me télégraphient leurs lézardes. La procession fait rouler ses malheurs sous les glacis. Regard, sommeil, départ, ruine, pépite, course, glacis, palme, étable, turban, cérémonie, soie. Je n'ai jamais plongé mes regards dans ceux de l'Inde, mais ces chauves-souris volaient autour de ma tête. Le jeune marié serre son poignard au terme de la cérémonie.
Pépites, ruines, glacis, courses, étables, palmes, cérémonies, turbans, étoiles, soie, pierrailles, sandales. Je n'ai jamais flairé les étables de l'Inde, mais leurs mugissements accompagnent mes randonnées. L'ombre s'approfondit dans les portes des cours. Étables, courses, cérémonies, palmes, étoiles, turbans, pierrailles, soie, bouges, sandales, cours, mugissements. Je n'ai jamais observé les étoiles de l'Inde, mais les rayures de son ciel enveloppent ma peau. La main caresse les cuves des sciences. Étoiles, palmes, pierrailles, turbans, bouges, soie, cours, sandales, vapeur, mugissement, science, franges. Je n'ai jamais flâné dans les bouges maritimes de l'Inde, mais les épices de leur comptoir relèvent mes attentes. Les tours des Portugais surveillent les vagues. Bouges, turbans, cours, soie, vapeur, sandales, science, mugissement, faubourg, franges, vagues, charognes. Je n'ai jamais baigné dans les vapeurs de l'Inde, mais les torsions de ces lessives essorent mes nuages. Les linges mijotent dans leurs chaudières vibrantes. Vapeur, soie, science, sandales, faubourg, mugissement, vagues, franges, hôtels, charognes, chaudières, ordures. Je n'ai jamais fait de rencontre dans les faubourgs de l'Inde, mais ces saris et blouses me font miroiter des conversations inouïes. La route file entre les enseignes brûlantes. Quelques titres récents de Michel Butor, 43 artistes avec Michel Butor aux éditions Compact, Ici et là chez Publisud et Appel, suite pour un violoncelle en détresse chez Dumercher.